Bonjour et bienvenue à cette rencontre conférence organisée par le Hub Créatif de Liège et Liège Créatif. Donc, je suis Anne Peters, chargée de projet pour Liège Créatif. C'est moi qui vais animer ici cette rencontre conférence. Alors, la thématique d'aujourd'hui, ce sont les critères ESG, donc pour environnement, social et de gouvernance. Et ce sont des critères sur lesquels les entreprises vont de plus en plus être évaluées à l'avenir. En effet, il y a eu certains changements réglementaires et d'autres à venir qui vont imposer aux organismes financiers et aux entreprises de s'intéresser de plus en plus au reporting de ces informations extra-financières. Et pour en parler avec nous, nous avons Marie Lambert, donc, qui est professeure de finance en charge du service d'analyse financière et finance d'entreprise à l'école HEC Liège, l'école de gestion de l'Université de Liège. Et donc, ces recherches actuelles portent justement sur la thématique d'aujourd'hui, les ratings ESG et leur impact. Alors, elle nous introduira donc à ce fameux contexte réglementaire et au rating, avant de nous parler vraiment de l'impact de ceux-ci pour l'entreprise. Ensuite, nous aurons l'intervention de Laure Stuik, Corporate Affairs chez AB InBev, pour la Belgique et le Luxembourg. Nous la remercions déjà parce qu'elle remplace en dernière minute une de ses collègues, Romani Dendoven, qui est malade et donc qui n'a pas pu participer ici. Donc, nous la remercions pu honorer ici ce rendez-vous. Et donc, Laure Stuik va vraiment nous parler de l'expérience d'AB InBev en matière d'ESG, des pratiques qu'ils ont mis en place et de pourquoi ces critères ESG sont de plus importants pour AB InBev, qui a beaucoup d'opportunités en matière de développement durable et de nombreux défis à relever en la matière. Merci tout d'abord à Liège Créative de m'inviter dans le cadre de ces rencontres innovantes et créatives. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour en savoir plus sur cet acronyme qu'est l'ESG, dont on entend beaucoup parler actuellement. En fait, cet acronyme a été exprimé et défini pour la première fois en 2004 dans une lettre de Kofi Annan adressée aux plus larges institutions financières et en leur demandant d'intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur choix d'investissement, mais également dans leur analyse financière et dans les conseils d'investissement qu'ils donnaient à leurs clients. S'en est suivi un rapport, Who Cares Win, qui en fait a été rédigé par le Global Compact des Nations Unies, qui est en fait une initiative de ces mêmes CEO d'entreprises financières qui ont établi des recommandations sur comment justement intégrer ces critères dans les décisions d'investissement. Et depuis, il existe de nombreuses initiatives de la part de ces différents gestionnaires d'actifs qui ont décidé de s'engager et de devenir des actionnaires actifs auprès des entreprises qu'ils ont en portefeuille. Et donc, c'est vraiment le début de la finance responsable moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, celle qui promeut l'ESG comme une possibilité de faire des rendements supplémentaires, une possibilité de créer de la valeur également au niveau financier, et qui fait suite à une finance plutôt éthique qui utilisait davantage des normes ou des principes éthiques pour prendre des décisions d'investissement. Donc ici, on est plutôt dans une nouvelle définition de la finance durable qui est d'allier objectifs de rentabilité et création de valeur à long terme en faisant l'hypothèse que ces critères permettent de gérer les risques financiers et de créer de la valeur. Et donc, il existe beaucoup d'impacts de ces critères ESG. Donc, il y a beaucoup d'angles d'analyse qu'on pourrait avoir. Et aujourd'hui, j'ai désiré vous parler de l'impact que ça peut avoir sur le financement des entreprises. Alors, pour l'agenda de la présentation, je vais tout d'abord vous introduire au système de rating ESG, puisque si les investisseurs et les acteurs financiers doivent prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs décisions d'investissement, ils vont devoir avoir une évaluation de la performance des entreprises par rapport à ces critères. C'est exactement le but de ces ratings ESG. Et actuellement, il existe de nombreux systèmes de rating, de nombreuses agences qui se sont spécialisées dans la définition de ces différentes informations.
Ensuite, j'aimerais vous présenter 2 éléments de contexte. Le premier, c'est l'intérêt des investisseurs et des gestionnaires d'actifs, mais également des intermédiaires financiers comme les banques et les assurances pour ces critères ESG. Et le deuxième élément de contexte, comme Anne l'a introduit, c'est le cadre réglementaire européen qui, dans le but de rediriger les capitaux vers des projets plus durables, s'est fortement consolidé et s'est fortement développé ces dernières années. Et je finirai ma présentation par vous montrer l'impact de ces éléments de contexte sur le financement des entreprises. Alors, tout d'abord, au niveau des systèmes de rating ESG. Donc, il existe de nombreuses agences et le slide, le transparent ici, ne les reprend absolument pas toutes. Celles qui sont reprises ici sont, je vais dire, les plus importantes sur le marché, celles qui ont davantage de poids et auxquelles les investisseurs et particulièrement les gestionnaires d'actifs souscrivent le plus. Et elles ont différents angles d'approche. Ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles vont compiler différentes sources d'informations au sein de piliers E, S et G. Donc, elles vont donner un score à une entreprise pour sa performance au niveau environnemental, pour sa performance sociale et sa performance de gouvernance. Et ensuite, vont agréger ces différents piliers dans un score global. Quand on est dans ce type de processus, on est vraiment dans la culture de l'audit, c'est-à-dire qu'on doit prendre une décision et prendre ces indicateurs, ces facteurs en considération, et on essaye finalement de les résumer dans une mesure pour faciliter la prise de décision. Malgré tout, ce n'est pas simple parce que les dimensions de la durabilité sont multiples, complexes, et il n'est pas certain qu'on soit tous d'accord sur une définition de ce qu'est la durabilité. Et c'est pour cela qu'il existe de nombreux acteurs qui essayent en fait de se différencier et qui ont des approches complètement différentes. J'ai pris donc les quelques exemples que je vous présentais au slide précédent. Si je prends une entreprise comme Vigeo Eiris, leur angle d'attaque sera vraiment tout ce qui est CSR, donc Corporate Social Responsibility. Ce qui les intéresse, c'est de mesurer la performance sur les différents critères au regard de la politique CSR de l'entreprise et de son impact sur ses stakeholders. Elle va prendre en compte notamment la vulnérabilité de ces différents stakeholders et si l'impact peut être significatif ou pas si l'entreprise ne gère pas l'ensemble de ces risques. Elle applique aussi un principe de double matérialité où c'est non seulement l'impact sur la société, mais c'est aussi comment la société peut les impacter en termes de développement du business de l'entreprise. Si par contre, je prends un autre système de rating comme MSCI, on sera davantage dans une logique financière où l'objectif sera de donner une note à une entreprise en fonction de la capacité de son management à gérer les risques qui sont liés à la transition et aux risques climatiques, par exemple, mais également à saisir des opportunités et donc à développer des produits qui répondent à des besoins actuels. On est vraiment ici pour, s'il y a quelques financiers dans la salle, dans la recherche de l'alpha, c'est-à-dire d'entreprises qui pourraient générer des performances supplémentaires en répondant à un besoin dans le marché. Si on prend d'autres acteurs comme CDP, la logique sera également différente puisque eux vont plutôt noter la transparence de l'entreprise. L'objectif sera de forcer les entreprises à donner des informations, notamment en termes environnementaux pour ce qui concerne le CDP. Donc, je ne vais pas aller dans les détails de ces différentes agences de rating, puisque vous le voyez, ce que je veux vous montrer, c'est qu'elles ont des angles d'approche différents. Certains se concentrent sur le risque, d'autres se concentrent sur les opportunités qui existent dans le marché pour justement aider à la transition, et d'autres vont davantage regarder si l'entreprise a un impact sur les différents stakeholders de l'entreprise, que sont les employés, mais également les communautés et les clients. Les approches sont aussi différentes. Certains vont uniquement se baser sur une analyse des rapports annuels en termes d'informations non financières, sur l'information fournie par la presse, par les sites Internet des différentes entreprises, tandis que d'autres vont entamer des discussions avec les entreprises en envoyant par exemple des questionnaires ou carrément en étant en contact étroit avec l'entreprise pour récolter des informations. Donc, on est face à différentes méthodologies pour récupérer les informations, différents angles d'approche. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est différents systèmes de rating qui peuvent parfois arriver à des conclusions complètement différentes en termes de critères ESG, donc de performance ESG d'une entreprise.
Si on regarde en fait la corrélation, donc est-ce que ces différents ratings sont en cohérence les uns avec les autres, on a différentes études qui montrent qu'en réalité, elles sont corrélées à moins de 50%, ces différentes notes. Donc, ça montre vraiment l'hétérogénéité des définitions de la durabilité par ces différents acteurs. Alors, quel est le processus? Le processus poursuivi est par contre toujours le même. C'est une collecte de données, qu'elle soit via questionnaire ou qu'elle soit via source publique d'information, via les rapports annuels ou autres politiques mises en ligne par l'entreprise sur différentes thématiques. Ici, j'ai repris des thématiques qui sont utilisées par MSCI. Et donc, on va collecter des informations sur ces différentes thématiques quant aux politiques qui sont mises en place au sein de l'entreprise, les moyens qui sont dédiés pour justement mettre en pratique cette politique et les résultats finalement obtenus par l'entreprise. Ensuite, ces différentes informations seront agrégées au sein des différents piliers dans une notation. Et finalement, il y aura un processus de globalisation où on va devoir en fait déterminer la matérialité des différents critères qui peut être en réalité différente d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et donc, on va associer des poids aux différents indicateurs et également des poids aux différents piliers pour finalement agréger, étant donné cette culture de l'audit, dans un score final. Et c'est sur ces dimensions que les différentes agences de rating vont en fait se différencier. Elles ne vont pas forcément mettre les mêmes poids sur les différents critères. Elles ne vont pas non plus mesurer les différentes thématiques de la même façon, puisqu'elles n'ont pas le même angle d'approche et n'utilisent pas toujours les mêmes sources de données. Alors, comme on va avoir le plaisir d'entendre lors d'AB InBev, j'ai choisi de vous illustrer ces ratings en utilisant le cas d'AB InBev. Donc ici, je vais prendre deux exemples. La première agence de rating que j'ai utilisée, c'est MSCI. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est un positionnement de l'entreprise par rapport à ses pairs. Je vais utiliser mon pointeur. Donc, vous voyez ici un résumé où MSCI a considéré comme matériel, comme vraiment important pour cette entreprise, ces différents critères, notamment en termes de gestion de l'eau, puisque c'est une entreprise qui est active dans un secteur qui demande beaucoup de ressources en termes de gestion des déchets, de gestion de l'eau, des packaging, des matériels, et également un impact dans un secteur où l'impact carbone est aussi important. Et donc, on voit que le positionnement d'AB InBev est meilleur que celui de ses pairs, donc ça veut dire d'autres entreprises actives dans le même secteur, et donc ça donne un avantage compétitif à cette entreprise. On voit également ici que si on prend tout le secteur donc des beverages, on a le positionnement d'AB InBev que d'après MSCI, MSCI le positionne dans le top de son marché. On voit également que le rating, donc il y a différentes échelles, vous voyez les différentes échelles, on voit qu'on est dans le dessus de l'échelle et on voit que le rating est relativement constant et stable au cours du temps. Si on va un petit peu plus dans les détails des différents critères que je vous ai établis, donc ces critères peuvent être vraiment très différents d'une entreprise à une autre. Ici, ils ont été choisis comme vraiment impactants pour l'entreprise d'AB InBev, étant donné son secteur. En fait, MSCI va commencer par donner une note sur 10 pour l'industrie dans son ensemble. Et là, ça va être vraiment dépendant de l'industrie en tant que telle, puisque c'est une industrie qui forcément va utiliser plus d'eau que si je prends l'industrie financière, donc elle va se positionner de façon absolue moins bien que par rapport à une entreprise de service, et puis positionner l'entreprise qui est l'objet d'analyse par rapport à son secteur, et c'est comme ça que l'on voit clairement ici qu'elle se situe parmi les meilleurs performeurs du secteur, avec différents éléments d'explication, et on entendra Laure à ce sujet sur les différentes politiques qui ont été mises en place chez AB InBev. On voit que là où on a une approche qui n'est pas relative mais absolue, c'est sur le pilier de la gouvernance, où là, MSCI ne regarde pas la performance d'une entreprise par rapport à ses pairs, mais vraiment la regarde de façon absolue et à différents critères comme la politique de rémunération des dirigeants, l'activité des différents
des différents directeurs indépendants. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps, est-ce qu'ils ne sont pas trop occupés à être dans différents boards? Est-ce qu'il y a de l'équilibre des genres au sein des différents conseils? Donc, c'est un ensemble de critères qui vont être utilisés pour évaluer la gouvernance au niveau de l'entreprise AB InBev. Et donc là, on voit pourquoi est-ce que la note est légèrement en dessous de celle du secteur. Donc, on voit qu'il y a différents éléments qui ont été mis en évidence par MSCI, qui est notamment un progrès assez important sur la stratégie durable de l'entreprise, mais qu'il n'y a pas encore un lien entre la rémunération des dirigeants de l'entreprise et leur performance en termes de durabilité. Donc, c'est certainement le next step, en fait, dans une politique au sein d'une entreprise. Et beaucoup de choses ont été faites justement pour gérer et pour mettre en place des politiques environnementales très, très fortes. Maintenant, au niveau de la gouvernance, il est important également de faire le lien entre les performances des dirigeants et ces mêmes performances et de ne pas lier la performance et la rémunération des dirigeants uniquement aux performances financières. Donc, il y a un ensemble de critères. Je ne vais pas aller forcément dans le détail. C'est pour vous donner quelques exemples de ce qui est pris en compte par ces différentes agences. Si je prends la même entreprise, mais un autre fournisseur de données, vous allez voir que les échelles sont complètement différentes ici. Donc, au niveau des notations, on a des lettres qui sont différentes. Donc, ça peut être relativement confus pour l'entreprise qui est notée, mais également pour les investisseurs. Et en plus, on peut avoir des conclusions complètement différentes. Donc, si je prends de nouveau ce pilier de gouvernance où MSCI notait l'entreprise légèrement en dessous de ses pairs, mais très, très légèrement, ce n'était pas du tout matériel. On prend maintenant ce même critère au niveau de Refinitiv, qui est un autre provider de données. Et vous voyez que là, par contre, AB InBev est considéré comme un des meilleurs acteurs. Tout simplement parce que MSCI prend une note absolue, donc elle désire que certaines politiques soient mises en place et il y a une pénalité qui est appliquée sur le critère, tandis que Refinitiv va garder une approche relative, même pour le critère de gouvernance, et va juger d'autres politiques et va considérer que sur base des politiques qu'elle juge en réalité matérielles et qui peuvent diverger de celles de MSCI, que AB InBev est en réalité au-dessus de ses pairs. Donc, vous voyez qu'on peut se retrouver avec des conclusions différentes. On voit aussi que le score était relativement stable au niveau d'MSCI. Par contre, si on regarde Refinitiv, on voit qu'il y a une amélioration du score au cours des dernières années, certainement une récompense des politiques qui ont été mises en place. Et donc, on a vraiment des choses très différentes qui vont être prises en compte par les différentes agences de notation, notamment les poids également. Si on retourne un petit peu en arrière, on voit que le poids sur le critère social dans ce secteur est de 28%, alors que d'après une autre agence de notation, c'est 45%. Donc, vous voyez que forcément, ça va donner lieu à des notes très divergentes. Il y a aussi un autre élément, c'est que vous voyez deux critères. Vous avez un critère, une note globale ESG, qui s'appelle Combine, et puis une autre note qui est en dessous. Et vous voyez que parfois, elles diffèrent. Alors, en fait, ce que Refinitiv va faire, c'est qu'il va aussi scanner la presse et prendre en compte les différentes controverses dans lesquelles serait impliquée l'entreprise AB InBev. Et à partir d'un certain nombre, va pénaliser d'une note l'entreprise AB InBev. Donc là, je vous donne un exemple parce que vous voyez qu'ici, il y a en 2019 un score assez bas au niveau des controverses. C'est simplement du fait d'un litige en cours pour une question de publicité. Donc, ce n'est pas quelque chose forcément de matériel en termes ESG, mais qui va avoir un impact important dans certains systèmes de notation qui vont simplement compter le nombre de controverses, le nombre de polémiques qui vont aboutir dans la presse et qui vont avoir le nom d'AB InBev. Alors, au niveau
de l'intérêt pour ces critères ESG, puisque là, je vous ai montré un exemple pour AB InBev, mais en réalité, beaucoup d'entreprises sont notées. Toutes les agences de notation ne notent pas toujours les mêmes entreprises, mais en tout cas, on peut se dire qu'il y a un beau taux de couverture pour les grandes entreprises cotées en bourse. Et donc, qui finalement utilise ces critères et pourquoi? Donc, le premier élément de contexte, ce sont les utilisateurs, le nombre d'utilisateurs qui est croissant pour ces critères ESG. Alors, tout d'abord, ce sont donc les investisseurs et les gestionnaires d'actifs. Et ce que vous voyez ici, c'est la croissance des stratégies d'investissement selon leur type. Donc, en fait, quand on intègre de la durabilité dans une stratégie d'investissement financière, on peut faire différentes choses. On peut investir selon des normes et donc exclure certaines entreprises. C'est du screening négatif. On ne veut pas d'entreprises actives dans le secteur du tabac, de l'alcool, etc. On peut aussi désirer avoir un impact sur sa communauté et donc investir dans des projets plutôt à impact. On peut aussi faire une stratégie de best in class où on n'exclut pas d'entreprises, mais on prend chaque fois pour les différents secteurs les entreprises qui performent le mieux sur le critère, par exemple, environnemental. On a aussi une stratégie qui est, on accepte des entreprises qui sont peut-être moins bonnes en termes ESG, mais on est un actionnaire actif et on va aider l'entreprise, on va pousser l'entreprise à s'améliorer, à mettre en place les bonnes politiques. Et donc, on va jouer un rôle important en termes de transition. L'intégration ESG, ce sera vraiment d'utiliser les notations qui existent par ces différentes agences de rating ou par un système de rating qu'on aurait créé de façon interne. Il y a différentes banques, différents gestionnaires d'actifs qui décident de créer leur propre système de rating. Et donc là, ça va être d'utiliser ces notations pour prendre des décisions d'investissement. Jusqu'alors, c'est encore le cas en fait aujourd'hui. La stratégie d'investissement qui récolte le plus d'actifs sous gestion, c'est toujours la politique d'exclusion, puisque c'est de façon historique celle qui était utilisée par les groupements religieux lors de leurs investissements. Ils excluaient certains secteurs. Aujourd'hui, vous voyez que la croissance et donc la stratégie qui est le plus utilisée, enfin, qui a le taux de croissance le plus important et donc qui est vraiment sous l'attention des ensembles du marché, c'est vraiment les critères ESG. Et c'est certainement parce que c'est maintenant considéré comme la forme moderne de l'investissement et qui est aussi recommandée par la réglementation. Et je vais y venir plus loin dans ma présentation, mais également par des actions collaboratives. Donc, on parle d'engagement des actionnaires. Il faut savoir qu'il existe différentes associations d'investisseurs qui promeuvent les critères ESG, qui demandent à leurs signataires de les mettre en pratique. Et donc, ceci explique cette croissance assez importante pour l'utilisation de critères ESG dans les investissements qui se combinent généralement en plus d'une stratégie d'exclusion. On exclut certaines entreprises et puis en plus, on va ajouter un filtre et des considérations ESG. La croissance des actifs sous gestion est relativement importante puisque en 2016, on avait encore 22 000 milliards au niveau mondial d'actifs investis dans des placements qu'on peut qualifier de durables. Actuellement, on est à plus de 35 000 milliards. On voit également qu'il y a une augmentation de l'intérêt des investisseurs dits retail, donc particuliers. Ce n'est pas que les investisseurs institutionnels qui s'intéressent à ces critères. Et ça correspond donc à 35% à peu près du marché. Donc, si on regarde l'ensemble des actifs qui sont sous gestion au niveau mondial et qui sont gérés de façon professionnelle, les actifs qui sont investis dans des placements dits durables constituent 35% du marché. Si on regarde en Europe, en réalité, on a plus de 50% des actifs qui sont investis dans des actifs dits durables. Si on regarde aux États-Unis, ce n'est que 25%. Alors, dans les acteurs qui jouent un rôle relativement important dans l'intégration de ces critères ESG, ce sont ce qu'on appelle les universal owners, comme les fonds de pension, qui ont généralement un horizon très long terme d'investissement et un portefeuille extrêmement diversifié au sein des différents secteurs. Et donc, cela entraîne qu'ils ne peuvent pas ignorer les externalités,
négative de certains investissements, puisque à un moment donné, comme ils investissent de façon très long terme et de toute façon dans tous les secteurs, ils vont être impactés par des risques climatiques ou autres. Et donc, c'est un des acteurs qui utilise le plus ces critères ESG depuis très longtemps. Il faut savoir aussi que ces investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, ont un poids très, très important dans les 100 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion dont je parlais juste avant. Un deuxième élément de contexte relativement important qui peut expliquer l'attrait des investisseurs pour la finance durable, c'est le fait qu'il y a de plus en plus d'articles scientifiques, mais également de discours de responsables d'entreprises financières, comme le CEO, par exemple, de BlackRock, qui dit « Ces critères sont matériels au niveau financier et impactent la valeur d'une entreprise à long terme ». Par contre, il faut faire vraiment très attention entre l'impact que ça peut avoir sur le prix et l'impact que ça peut avoir sur les rendements. Ce n'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il est avéré que ces critères ont un impact sur le prix d'une entreprise, sur le prix de l'action d'une entreprise. Par contre, les marchés, normalement étant efficients et devant refléter l'ensemble de l'information, il est fort à parier que cette information est déjà intégrée dans les prix. Et c'est pour cela qu'on remarque que les entreprises qui ont un meilleur, par exemple, critère environnemental, une meilleure performance environnementale, ont tendance à avoir un prix plus élevé par action qu'une autre entreprise. Donc, normalement, la théorie financière nous dit qu'il n'est pas possible de faire des rendements supplémentaires puisqu'on va payer le juste prix pour cette entreprise. Donc, il y a un peu une déviation et du greenwashing autour de tout cela dans le secteur financier où on proclame haut et fort que parce que c'est matériel au niveau financier, on va forcément faire des rendements supérieurs. Et donc là, j'attire votre attention que ce n'est pas automatique et que la littérature est tout à fait contrastée par rapport à ça, puisque si on paye le juste prix, il n'y a pas de raison de faire des rendements supplémentaires, que ces entreprises ont tendance à être moins risquées et donc, en réalité, vont avoir un prix plus élevé. Et il y a un autre élément de contexte important, c'est cet appétit des investisseurs pour les critères ESG qui, de nouveau, de par la loi de l'offre et la demande, font que ces entreprises ont tendance à être plus chères que les autres. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il existe des critères encore méconnus des investisseurs. Par exemple, dans les critères sociaux, c'est encore quelque chose qui est mal compris, pour lesquels on n'a pas beaucoup d'informations. Et là, il peut y avoir une sous-réaction du marché et donc une mauvaise intégration d'informations dans le marché. Et donc, il peut y avoir effectivement des opportunités financières à saisir si on détecte une entreprise qui est meilleure qu'une autre en termes de critères sociaux. Le deuxième élément de contexte, c'est le cadre réglementaire européen. Alors, au niveau de ce cadre réglementaire, j'ai essayé de le simplifier, mais il est très complexe et il évolue tous les jours. Donc, on a différentes régulations, différentes directives que je vais vous commenter. La première, c'est celle qui s'applique, vous voyez ici, sur principalement des acteurs financiers comme des entités financières, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, des banques, mais également des conseillers, des professionnels financiers et des gestionnaires d'actifs qui gèrent l'argent d'un tiers. Cette régulation, donc ce n'est pas une directive, c'est une réglementation, s'appelle la Sustainable Finance Disclosure, SFDR, et elle a 3 objectifs principaux. Elle demande à ces acteurs financiers de prendre en compte dans leur gestion les critères ESG, c'est-à-dire de mettre en place une politique d'investissement qui prend en compte les notations ESG, de faire du reporting sur l'impact des investissements sur la société. Donc là, on n'est pas dans la prise en compte des critères ESG sur la performance des entreprises et le risque que je fais peser à mes investisseurs, on est dans l'autre sens. Si j'investis dans cette entreprise, quel est le risque que je fais peser pour la société? Et donc, on est dans cette idée de double matérialité. Je regarde l'impact pour ma performance financière et je regarde l'impact de mon portefeuille financier sur la société. Et elle demande également à ces professionnels financiers de classer leurs produits en est-ce que c'est un produit qui est dark green, light green ou pas du tout green. Et green intègre la notion d'environnement, mais également les critères sociaux et de gouvernance.
Et donc, l'idée, c'est de classer les produits par rapport à leur objectif. Est-ce que les critères ESG ont été pris en compte et sont promus? S'ils sont juste pris en compte, c'est certainement un produit plutôt article 8. S'il y a vraiment une envie d'avoir un impact et d'aller plus loin que la simple prise en compte des critères ESG, on va peut-être se retrouver dans ce qu'ils appellent un article 9. Donc ça, c'est pour la première réglementation qui s'applique sur les acteurs financiers. Il existe aussi une réglementation qui s'applique sur les entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, comme les entreprises commerciales. Ces entreprises devront, à partir de 2024, sur les chiffres de 2023, reporter des informations non financières. C'est déjà le cas en réalité, puisque cette directive, Corporate Sustainability Reporting Directive, en fait complète et amende une directive sur l'information non financière, la NFRD. Mais elle la complète en augmentant le scope. Avant, c'était uniquement des entreprises qui étaient larges et cotées en bourse ou d'intérêt public, comme des entreprises comme des sociétés d'assurance ou des banques. Maintenant, c'est toute entreprise qui atteint un certain critère de taille. Donc, on va passer d'un ensemble d'entreprises, à peu près de 11 000 entreprises qui étaient prises en compte, à plus de 49 000 entreprises. Elles vont devoir faire auditer leurs données, ce qui n'était pas le cas. Elles vont devoir prendre en compte la double matérialité, donc de nouveau l'impact qu'elles ont sur la société, l'impact des risques sur leur performance, donner des données historiques, mais également des cibles, suivre des définitions très strictes en termes de différents critères et avoir des rapports qui sont lisibles en machine learning avec des digital tags dans les différents rapports pour que justement les agences de rating puissent faire leur travail. Il y a aussi la taxonomie qui, elle, est en fait un dictionnaire. C'est un dictionnaire de ce qu'on peut considérer comme une activité environnementale. Il y aura certainement des extensions pour des activités sociales et de gouvernance, mais pour le moment, l'Union européenne s'est concentrée sur la définition des activités environnementales. Et ça s'applique à la fois aux entreprises commerciales comme aux acteurs financiers. C'est un peu tous les acteurs dont je vous ai cité jusqu'à présent, puisque ça va amender à la fois CSRD et SFDR en donnant des définitions. Donc, par exemple, les entreprises qui doivent reporter sur le pourcentage de leur chiffre d'affaires qui sont considérés comme durables devront prendre en compte ces définitions pour déterminer une activité durable ou non. Pareil pour les acteurs financiers. Donc, elles devront reporter sur leurs dépenses d'investissement, sur leurs coûts, leurs revenus. Et les entreprises, banques et assurances, devront également reporter sur leurs activités d'intermédiation, comme à qui elles prêtent de l'argent et pour leur activité d'assurance. Alors, j'en viens à presque la conclusion de cette présentation. Quel est finalement l'impact de tout cela et qu'est-ce qu'on voit déjà dans le marché? Si on regarde le marché coté, on en voit déjà les impacts. Quand une entreprise veut faire un IPO, les critères ESG vont être regardés. Et on voit que des entreprises n'ont pas réussi à faire leur introduction en bourse. Par exemple, pour WeWork, c'était un problème de gouvernance. Pour une autre entreprise, c'était un problème environnemental. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais si on pense à Deliveroo, le prix de l'action en bourse, après avoir été introduit en bourse, s'est effondré parce que certains investisseurs n'étaient pas d'accord avec la politique sociale mise en place par Deliveroo. Donc, on voit que ces critères sont pris en compte par les investisseurs sur les marchés cotés. On voit que les fonds de private equity, donc de capital à risque, qui préparent des sociétés pour l'introduction en bourse, comprennent qu'on ne peut plus introduire une action en bourse si on n'a pas mis en place une politique ESG très forte. Et il existe de plus en plus d'acteurs qui commencent à établir des critères sur ce qui est considéré comme une introduction en bourse durable ou non durable. Au niveau de l'engagement des actionnaires, ils sont de plus en plus signataires d'actions collectives, comme les Principles for Responsible Investment, les PRI, comme l'action CDP en termes environnementaux, avec une demande forte auprès de ces investisseurs de jouer le rôle d'actionnaire. Et donc, on voit qu'un actionnaire qui a une taille énorme sur le marché, comme BlackRock, puisqu'il constitue en fait 10% d'actifs, des actifs sous gestion au niveau mondial. Donc, c'est vraiment une grande concentration de marché pour l'entreprise BlackRock. On voit qu'elle pousse
ces différentes entreprises en portefeuille à des objectifs de neutre au niveau carbone pour 2050, sous peine d'être désinvestis de leur portefeuille et donc de ne plus obtenir le soutien de cet investisseur. D'autres asset managers suivent également la tendance et de nouveau BlackRock, chaque année, le CEO de BlackRock écrit une lettre aux différentes entreprises pour lesquelles ils sont actionnaires en leur demandant de prendre en compte les différents critères et en les poussant à changer leur politique d'investissement et en jouant un rôle très important lors des assemblées générales. Mais ce n'est pas vrai que pour les marchés cotés, puisque si on prend le financement bancaire et les primes d'assurance, la réglementation CSRD va demander aux banques et aux assureurs de donner des KPIs, des Key Performance Indicators, des indicateurs sur les prêts qu'ils font aux entreprises. On va leur demander de donner le pourcentage de prêts qui financent des activités durables au niveau environnemental ou social ou autre. Et donc, on se retrouve face à des entreprises bancaires et des sociétés d'assurance qui vont devoir également prendre ces critères en compte quand elles vont établir une relation commerciale avec un client, puisque ça va faire partie des informations qu'elles vont reporter et peut-être un jour avoir un impact sur le capital qu'elles vont devoir mettre en place au sein de pour la solidité financière de l'entreprise, de l'entreprise financière. D'ailleurs, elles sont généralement convaincues que ces critères ont un impact sur le risque de crédit de l'entreprise et peuvent même être très friandes de certains produits financiers comme des Sustainability Linked Notes, qui sont en fait des prêts aux entreprises où les conditions du prêt sont directement liées à des cibles en termes environnementaux, par exemple, d'empreinte carbone, et donc des conditions plus favorables si l'entreprise atteint une certaine performance énergétique. Le non coté n'est pas épargné, puisque j'ai pris un exemple d'un fonds de capital à risque belge qui dit clairement sur son site internet qu'il est signataire des PRI et qui va prendre en compte ces critères ESG dans ses décisions d'investissement et dans son financement des entreprises. Une enquête a été faite par PricewaterhouseCoopers qui montre qu'au niveau des sociétés de capital à risque belges, beaucoup sont en train de se réorganiser pour prendre en compte lors de leur due diligence les critères ESG dans la sélection des entreprises, mais également dans le monitoring et dans le reporting qu'ils font à leurs clients. Et évidemment, les systèmes de rating dont je vous ai parlé au début de la présentation vont devoir prendre en compte ce développement du marché privé, puisque c'est là où on a encore très peu de données, où il est très difficile de récolter des informations. Et donc, en conclusion, ces critères ESG, ces facteurs ESG sont multidimensionnels. C'est à la fois la transparence des politiques, mais également les politiques mises en place, les moyens qui sont dédiés et les résultats. Il existe différents systèmes de rating et qui ne prennent pas toujours le même angle d'approche. Pourtant, il y a des utilisateurs de ces données. Et ces utilisateurs sont soit des gestionnaires d'actifs, des investisseurs qui désirent faire une sélection plutôt négative, une exclusion, mais également des sélections positives en suivant la finance responsable d'un point de vue moderne, qui pense qu'on peut créer donc de la valeur en suivant et en soutenant des entreprises plus responsables. C'est également un devoir maintenant des gestionnaires d'actifs qui gèrent l'argent pour le compte de tiers, qui doivent maintenant non seulement rendre des comptes au niveau financier, mais aussi rendre des comptes au niveau de l'impact qu'ils ont sur la société. Et c'est finalement un devoir de s'engager en tant qu'actionnaire au sein de ces différentes sociétés en portefeuille et de ne plus être un actionnaire passif. Le vrai challenge maintenant, ce sera vraiment les données qui vont pouvoir être collectées, puisqu'on voit qu'on a différents systèmes de rating qui créent beaucoup de confusion pour les investisseurs, mais également pour les entreprises qui sont notées, sans parler des biais qui sont dans les ratings, puisqu'on parle beaucoup de transparence, mais on sait que des entreprises de petite taille vont avoir beaucoup plus de mal, moins de ressources pour donner ces informations et vont être pénalisées très souvent dans leur notation. Il faut donc un cadre adapté pour les petites et moyennes entreprises. L'Union européenne y travaille, ça va prendre un peu de temps. Et finalement, le marché non coté, où là, il existe très peu d'informations. Mais je pense qu'on doit rester calme, attendre un peu de temps, puisque toutes les initiatives qui sont prises ici en Europe vont vraiment dans la bonne direction et dans la direction d'allouer les capitaux au bon endroit et avoir une meilleure convergence en termes de notation, en termes de standardisation des informations qui sont mises en œuvre. Et je suis personnellement très impressionnée de la quantité de travail qui a été faite au niveau européen à cet égard. Je vous remercie de votre attention et j'ouvre les questions-réponses.
Donc voilà, moi je suis Laure Steuk, donc je suis responsable pour tout ce qui est Corporate Affairs chez ABIMBEV Belgique. Donc ça veut dire que j'ai une équipe qui gère toutes les relations avec la presse, mais aussi avec les politiciens. Et donc aussi pour nous, en matière de communication, mais aussi pour la réputation ESG est important. Et je vais vous parler pas juste de pourquoi c'est important pour nous, mais aussi pour le financement. Et donc, j'imagine que vous connaissez tous ABIMBEV. Donc, ABIMBEV, nous sommes un brasseur qui était belge au début, qui est maintenant un brasseur mondial. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi un impact énorme sur l'environnement, mais aussi sur la société. Et bien sûr, les investisseurs sont aussi intéressés de savoir comment est-ce que nous gérons nos affaires. Donc, en Belgique, on a 5 brasseries, à Jupy, par exemple, donc en Wallonie. Les autres 4, ils sont en Flandre, mais on a un footprint assez impressionnant aussi en Belgique. Donc, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce que nous faisons avec ce qui est ou ce qu'on appelle ESG. Et déjà, vous avez eu une présentation super intéressante par la professeure Lambert, qui a déjà parlé de nous, mais maintenant, je vais vous expliquer ce que ça veut dire pour nous. Donc, importance croissante ESG et objectif et actions pertinentes. D'ABIMBEV, ça devrait être. Si jamais j'utilise des mots anglais que vous ne connaissez pas, je m'excuse d'avant, je ne suis pas francophone, donc néerlandophone, mais je vais essayer quand même de ne pas le faire, mais parfois je vais utiliser quelques mots anglais quand même. Et vous voyez aussi que sur les slides, c'est un peu un mix, j'ai vite fait, mais il y a un mix entre anglais et français. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça brièvement. Donc voilà, ce que je vais montrer ici, c'est que l'importance de l'ESG augmente, comme Madame Lambert a déjà dit aussi. Et on sait aussi que l'Europe a été à l'avant-garde, donc vraiment en précurseur dans la matière. Mais maintenant, on voit aussi que ce mouvement accélère partout dans le monde. Donc, et je peux vous dire que nous, en tant qu'entreprise globale, on est vraiment implanté partout dans le monde. On a aussi vu que cette tendance a gagné du terrain. On voit ça ici sur le slide, vous voyez l'importance d'un côté, oui, un peu la tendance ici sur le graphe, mais aussi on voit qu'il y a beaucoup plus de presse qui parle sur ce qui est ESG. Après, pour nous également, en tant qu'entreprise, ESG est devenu de plus en plus important. Donc, vous voyez ici que les investisseurs, ils donnent aussi un rating et ils disent que aussi pour nous, le score a évolué de 3, ou l'importance de ESG a évolué de 3 en 2018 vers 4 presque en 2020. Donc, ce que nous avons fait aussi, c'est nommer un Chief Sustainability à l'intérieur de ce qui est de notre direction. Donc, c'est Esgui Barcenas, qui est maintenant notre Chief Sustainability. Donc, elle a vraiment le overview de tout ce que nous faisons en matière de durabilité pour ABIMBEV Global. Donc ça, c'est vrai, elle est nommée qu'en juin 2021, mais ça a été pour nous une grande un next step pour vraiment assurer que la durabilité est ancrée dans notre stratégie globale en tant que brasseur. Et ça s'est traduit aussi, et je crois que ça, c'est intéressant pour vous, dans un financement durable. Donc, en février 2021, donc, on a obtenu un crédit qui est lié à des critères de durabilité. Donc, cela veut dire que vous voyez ici que c'est un crédit de 10 milliards, mais ce crédit est lié à nos objectifs de durabilité. Donc,
le coût de cette ligne de crédit va varier en fonction de notre capacité à rencontrer nos objectifs. Donc, en clair, le taux d'intérêt va être un meilleur marché si nous respectons différents critères. Et les critères, ils sont ici sur le slide. Donc, ça, c'est vraiment notre sustainability goals, comme on dit en interne. Donc, ce sont des goals, je ne trouve pas le mot, des critères qui nous aident à focaliser nos efforts de durabilité sur, par exemple, comment est-ce qu'on peut améliorer notre water stewardship, donc ça veut dire comment est-ce qu'on gère l'eau à l'intérieur de notre entreprise. On focalise aussi sur la circularité de packaging, on focalise aussi sur c'est ce que nous faisons sur le climat et on a comme quatrième critère le smart agriculture, c'est en fait les liens qu'on a avec les farmers, les paysans et comment est-ce qu'on peut leur aider. Donc, on a plusieurs critères et le crédit est fait d'une manière qui vraiment a une relation avec ce que nous faisons, avec quelques actions très, très, très concrètes. Après, attends, je sais pas. Ouais. Après, c'est comme Madame Lambert a déjà dit aussi, c'est vrai qu'il y a encore des défis et des opportunités en termes de rapportage, parce qu'il n'y a pas vraiment un standard, comme on vient d'apprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait pour mettre nos standards en tant qu'ESG? Donc, sachant que chaque investisseur a sa propre politique d'investissement et nous avons dû donc bâtir nous-mêmes une politique de maison qui correspond au cadre général et évidemment en accord avec notre business model et avec les attentes autour de notre groupe. Et c'est justement parce qu'il n'y a pas encore ce cadre que nous avons mis une politique propre de reportage qui est basée sur transparency, sur nos actions de durabilité que nous faisons en tout cas, et nous tenons aussi beaucoup à des partenariats avec d'autres entreprises et avec des NGO pour vraiment améliorer notre footprint de manière durable. Et ici, vous voyez, c'est un matrix qu'on a fait en 2020. Donc, on avait déjà notre Sustainability Goals que je viens de vous présenter, donc les 4 critères. Mais on a fait, en plus, on a fait un mapping il y a 1 an qui était basé sur ces critères, donc sur ces Sustainability Goals. Mais on a en plus, on a regardé c'est quoi ce qui est important pour nous en tant que brasseurs. Et d'autre côté, c'est quoi ce qui est important pour les external stakeholders? Donc, on a vraiment essayé de mettre tout sur cette graphe. C'est quoi les internal intérêts et les external intérêts? Et ici, on est venu à cette graphe qui montre un peu que water use, je crois que vous savez tous que de l'eau, comment est-ce qu'on utilise l'eau, c'est important pour tout le monde, et surtout en Flandre aussi, c'est vraiment devenu une water scarcity region, donc il y a le manque d'eau. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction, mais il y a oui, water scarcity, j'espère que vous comprenez. Donc, c'est donc vraiment à l'intérêt des external stakeholders, des gouvernements, des investisseurs, mais en même temps, nous, en tant que brasseurs, nous brassons de la bière et sachant que pour 1 litre de bière, on a besoin de 3 litres d'eau. Et ça, c'est déjà une amélioration parce qu'il y a 10 ans, on était à 6 litres d'eau pour 1 litre de bière. Maintenant, on est à presque 3 litres d'eau. Et c'est déjà une bonne optimisation vu qu'on est assez grande. Pour d'autres brasseurs qui sont beaucoup plus petits, l'usage de l'eau est encore pire ou la proportion est différente. Donc là, c'est vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment pour eux, pour les external stakeholders, mais aussi pour nous, en tant qu'ABIMBEF, c'est notre key focus. Et donc, on veut vraiment améliorer cet aspect de notre processus de brassage
et on veut aussi en parler pour montrer nos efforts. Après, ça se traduit dans... Donc, on a mis le mapping, comme je viens de vous montrer. Après, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces priorités? On a fait le premier rapport ESG qui est sur le site. C'est ici, vous voyez. Donc, vous pouvez aussi downloader. C'est la toute première fois qu'on l'a fait en février, je crois, 2021. Après, on en parle beaucoup plus de tout ce que nous faisons en termes de durabilité, mais on voit aussi que à BIMBEF, nous avons un rôle à jouer en tant que membres de différents forats. On participe à des conférences, à des roadshows, et on parle vraiment de tout ce que nous faisons pour ouvrir le débat sur le mouvement de durabilité, mais aussi, je me rends compte que je parle surtout de durabilité, mais évidemment, il y a aussi des actions de gouvernance et qui améliorent notre impact sur les communautés, donc les S de societal. Donc, oui, c'est encore une fois, c'est quoi que nous rapportons? Donc, nous rapportons vraiment le progrès. Donc, dans les ESG rapportages, nous rapportons vraiment le progrès de nos 4 objectifs de développement durable que je répète ici. Mais vous voyez que c'est assez détaillé. On montre c'est quoi le total de tout l'eau qu'on utilise, combien d'eau par hectolitre de bière et tout ça. Donc, vous voyez aussi le progrès ici. Et notre goal, on a un clear goal et bon, on montre notre progrès parce que la transparence, c'est vraiment clé pour nous. On veut montrer ce que nous faisons et on veut en parler. Après, assez spécifique pour la Belgique. On focalise en Belgique sur l'eau et la réduction des émissions de CO2 et d'énergie. Et ici, j'ai ajouté quelques Belgian proof points. Donc, c'est vraiment des preuves de tout ce que nous faisons en Belgique. Quant à l'eau, tout l'eau qu'on utilise et qu'on n'utilise pas pour la bière, mais qu'on utilise pour nettoyer dans les brasseries, pour vraiment nettoyer les bouteilles, pour le processus. On purifie tout l'eau qu'on a dans la brasserie et 20% de notre eau, on purifie vraiment jusqu'au niveau potable. Donc, on pourrait vraiment boire. C'est ce que d'ailleurs la ministre Zoualdemir ici fait à Louvain. On a aussi fait goûter le bourgmestre Willy de Meyer il y a quelques mois de l'eau qu'on purifie à Jupy. Et d'ailleurs, lors des inondations à Liège, on a aussi distribué de l'eau aux communautés qui étaient touchées parce que vraiment, on a beaucoup d'eau. On est brasseur de bière, mais on a aussi beaucoup d'eau purifiée que normalement, on réutilise pour le nettoyage, mais on peut aussi donner si besoin en est. Et c'est ça ce qu'on a fait. Et ça montre vraiment, c'est une bonne preuve de tout ce que nous faisons en termes de durabilité, mais aussi s'il y a des problèmes dans les communautés dont nous opérons, on essaye d'aider si possible. Donc ça pour l'eau. Pour l'électricité, toutes nos brasseries, ils opèrent déjà avec de l'électricité verte. Et on a aussi installé des solar panels, donc des panneaux solaires sur nos brasseries. Et 40 millions de nos bières sont brassées avec de l'énergie des panneaux solaires justement sur les toits de nos brasseries. Donc, c'était juste un fait divers, mais ça montre que vraiment, on tient vraiment la durabilité à cœur. Autre aspect important, d'une côté, on veut vraiment améliorer notre processus de brassage, mais de l'autre côté, on croit aussi en une économie circulaire. Donc, on a lancé Evergreen, qui est une entreprise qui fait partie de ABMBev. Et c'est une entreprise ou une usine, en fait, qui est à Saint Louis
et elle utilise tous les éléments nutritifs de l'orge et on la récupère pour en faire d'autres ingrédients. Donc, dans une brasserie, suite au processus de brassage, il y a beaucoup de déchets de matières premières. Dans notre jargon, on appelle ça les drèches, donc les spent grains. Ce sont des fibres qui sont déjà utilisées pour brasser de la bière. Et avant, ces drèches étaient destinées à alimenter des animaux, mais grâce à notre centre de recherche à Louvain, nous avons maintenant cette Evergreen Project et ils mettent ces drèches dans la fabrication de produits alimentaires pour en faire des pâtes, pour en faire des biscuits. Et donc, on travaille avec des boulangeries et des pâtisseries pour vraiment réutiliser ces drèches et les ingrédients alimentaires qui restent dans les drèches. Donc, ça, c'est un exemple de circularité. Et après, comme j'avais déjà dit aussi, les partenariats sont clés pour notre stratégie ESG. Nous n'avons pas toutes les réponses, donc il y a beaucoup de défis quant à la durabilité, mais on n'a pas toutes les réponses et donc nous comptons aussi sur les communautés et les partenaires pour nous aider à trouver ces solutions. Donc, au sein même de AB InBev, nous avons créé un incubateur de start-up qui s'appelle 100+ Accelerator. Ce n'est pas que pour les startups, mais aussi pour des entreprises plus importantes. Et à l'intérieur de cet incubateur, nous réfléchissons ensemble sur les défis pour rencontrer nos objectifs ESG. Ce sont des défis concrets, de nouveau liés à les 4 critères de nos objectifs durables. Et donc, il y a une sélection importante pour entrer dans cet incubateur, mais chaque promotion, il y a aussi quand même quelques entreprises belges qui participent et qui réussissent à entrer dans le programme. Comme par exemple, il y a quelques années, il y avait l'entreprise Do Eat, donc c'était une entreprise wallonne, une start-up wallonne, qui faisait des assiettes à partir de la drèche. Donc, c'était vraiment un projet qui focalisait sur la circularité. Et donc, ils sont entrés dans ce programme. Alors, le support s'élève à 100 000 €, mais ce n'est pas que du cash, c'est aussi du coaching, c'est vraiment d'aide de marketing et tout ça. Donc, vraiment un partenariat parce qu'on est convaincu que même nous, en tant que brasseur mondial, on n'a pas toutes les réponses et on compte vraiment sur l'aide et la vision d'autres entreprises qui sont, donc d'autres entreprises. Et last but not least, qu'est-ce que nous entendons en tant que ESG? On sait que it's there to stay. Ça ne va pas disparaître. C'est vraiment le topic de ce moment, mais ça va rester le topic pour les années à venir. Et c'est important, je crois, de savoir qu'il ne faut pas toujours opposer. Vous savez que c'est un débat dans la société, dans la politique, mais aussi nous, en tant qu'entreprise, nous voulons vraiment faire de nos mieux. Et c'est important de savoir qu'il ne faut pas toujours opposer les groupes globaux et le monde politique et les citoyens. Ce sera toujours ensemble que nous allons réussir cette transition. Et donc, en conclusion, on peut dire que ESG s'est apparu important par rapport aux critères financiers dont le professeur a parlé, mais on sait aussi que nous, pour transformer nos industriels, pour nous aussi, c'est vraiment la réalité, la nouvelle réalité. On veut faire ce que nous pouvons pour améliorer notre sustainable footprint. Et ce que je montre ici sur les slides, ça vient d'être confirmé, c'est que AB InBev, donc le premier ministre Ducrot, il va participer à un débat qu'on organise lors de la conférence de la COP 26 la semaine prochaine. Et donc, il y aura un débat entre le monde industriel et la politique. Donc, autour de la table, il y aura AB InBev et Unilever, mais aussi le Premier ministre de Ducrot et quelqu'un du World Economic Forum.
Et c'est vraiment l'idée de parler, de débattre sur comment est-ce que nous pouvons collaborer pour vraiment obtenir ou vraiment améliorer nos ambitions climatiques. Donc, c'est pas qu'une promesse qu'on fait dans ce débat, mais aussi en parlant des ESG, c'est vraiment un engagement pour accompagner la planète dans ces changements. Donc, ESG, c'est vraiment core business pour nous. Et sur ça, je veux bien terminer, mais s'il y a des questions, non, j'ouvre le Q&A.